Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Dans l'épisode du jour, on va parler d'une relation de travail toxique avec un patron potentiellement pervers narcissique. Je ne sais pas s'il était pervers narcissique ou pas, mais en tout cas, il y avait plusieurs signes qui le montraient, plusieurs signes qui montraient que la relation était toxique. J'ai fait une petite liste des choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille sur est-ce qu'une relation est toxique, est-ce qu'une personne est pervers narcissique. Là, je vais vraiment être dans le rapport employeur-employé. J'ai jamais vécu de relation toxique ou pervers narcissique dans une relation amicale ou dans une relation amoureuse. Ma seule expérience, aussi désastreuse soit-elle, c'est celle-ci. Et pour ceux qui se demandent, non, ça m'a pas laissé de séquelles particulières, c'était pas assez... comment dire, il n'y avait pas assez d'emprise non plus, parce qu'encore une fois, c'était purement professionnel, entre guillemets. Du coup, comme d'habitude, j'ai fait mes petites anti-sèches en demandant à ChatGPT comment reconnaître un pervers narcissique dans une relation employeur-employé. On a d'abord le charme initial suivi de la dévalorisation. L'employeur commence par charmer, flatter et promettre des opportunités, puis bascule rapidement dans la critique ou le mépris. Donc là, on y est complètement. Moi, il faut savoir que je vais vous parler du directeur que j'ai eu au restaurant. J'ai commencé en juillet 2019 et j'ai arrêté en février 2021, quelque chose comme ça. Donc j'ai pas bossé très longtemps avec parce qu'en plus il y a eu les confinements, les couvre-feux, les fermetures de restaurants, etc. avec le Covid. Mais il faut savoir que moi je suis tombée dans cette entreprise en stage quand j'étais au lycée. C'était une chaîne, il y avait plusieurs restaurants et donc je suis tombée dans un resto avec un directeur absolument génial. Voilà, je pense pas qu'il écoutera ce podcast, mais si un jour tu écoutes ce podcast, vraiment gros cœur sur toi, il se reconnaîtra. Un patron absolument génial, un directeur super avec qui je me suis toujours très très bien entendue. Et un jour il a été muté, il a changé de restaurant, il a été dans un autre restaurant de la ville et et moi, j'ai fini mon stage, je faisais des extras, etc. Enfin voilà, j'ai travaillé plusieurs années dans le premier restaurant en extra et je faisais mes saisons, etc. Et l'année de mon diplôme et ma nouvelle directrice me demande si je fais la saison. Je lui dis bah non, enfin très honnêtement, moi maintenant, ça y est, j'ai fini les études, je cherche un CDI. Une saison, ça m'intéresse plus. Et elle me dit bah non, moi j'ai pas de place pour un CDI et tout. Je dis bah ok, pas de souci, moi je cherche un CDI, tu vois, genre j'ai pas dit que je voulais un CDI chez toi. Et là, mon ancien directeur qui m'appelle, ouais, Gabi, la directrice du restaurant là, elle m'a dit que tu voulais un CDI. Moi, je te prends direct en tant que demi-chef de rang, 1450 net, 39 heures, je te prends même pas de période d'essai, rien du tout, tu commences quand tu veux, machin. Je lui ai dit, bon, bah écoute, je vais réfléchir, je sais pas trop, machin. Et puis la vérité, c'est que, bah ouais, carrément, bien sûr que je veux retourner bosser avec lui. Je connais la carte, je connais le fonctionnement, je connais le resto, puis je connais le patron, quoi. Et du coup, bah je dis ok et je signe. Et j'arrive donc dans ce deuxième restaurant où j'ai commencé en juillet 2019. Et donc en juillet 2019, il y avait mon directeur et il y avait son directeur adjoint. Et voilà, donc les deux c'était un peu combat de coq parce que le directeur adjoint, il comprenait pas trop pourquoi c'était pas lui qui avait eu le poste, machin, enfin tout un truc après voilà de mutation de machin de bidule, ils s'entendaient pas très bien. Moi je suis arrivée en tant que demi-chef de rang alors que j'aurais dû commencer en tant que commis. Mais mon patron, enfin mon directeur à l'époque il m'a dit bah non je veux pas te faire commencer en tant que commis en fait, genre ça fait des années qu'on travaille ensemble, je sais ce que tu vaux, je te fais commencer direct en tant que demi-chef de rang. Donc forcément les commis de l'époque en place ont pas trop kiffé, mais ils ont été augmentés tous, hein, tout le monde a été évolué du coup parce que moi je suis arrivée comme ça, ils me connaissaient pas, j'avais jamais mis un pied dans ce resto, je suis arrivée demi-chef de rang, forcément mon directeur il a aligné tout le monde. Il a dit ok bah je fais rentrer Gabi en tant que demi-chef de rang mais tous ceux qui sont commis depuis un moment on les fait passer demi-chef de rang aussi. Donc tout le monde a été aligné mais c'est vrai que la première saison c'était pas ça, il y avait des gens qui étaient pas trop d'accord, hein. Et au final, mon directeur, donc que j'aimais trop, part pour partir ailleurs. Parce que voilà, il a trouvé une autre opportunité, dans un autre resto, machin, parce qu'il gérait plusieurs restos, il gérait celui où j'étais et un resto qui était dans une autre ville. Et donc il finit par partir, il demande une rupture conventionnelle, je crois, enfin je sais plus trop quoi. Ouais, il demande la rupture conventionnelle, je crois, il finit par l'obtenir, et il trouve un poste dans un autre resto, nickel, tout va bien, tu vois. Et donc le directeur adjoint passe directeur. Et c'est là que ça se gâte, parce que... donc il était super gentil, jeune, très gentil, drôle, machin, ce que tu veux. C'était, pour le décrire de manière un peu vulgaire, un homme beau qui sait qu'il est beau. Vous voyez ce que je veux dire? Et je les déteste. Bon, déjà, je déteste les hommes, mais je déteste les hommes beaux qui savent qu'ils sont beaux. Tu sais, genre, ils ont ce petit truc en eux en mode... ouais, t'inquiète, tu vois. Moi, je sais que je suis beau et tout, mais ma belle, ça suffit pas. Vraiment, ça suffit pas d'être beau. Et donc voilà, au départ, hyper charmant, hyper gentil, hyper encourageant.
tous les autres étaient partis parce que forcément, il y en a qui ne le savent pas, mais dans la restauration, il y a un turnover qui est énorme, c'est-à-dire que quelqu'un qui bosse 5 ans dans le même resto, c'est énorme. Les gens qui sont en bas de l'échelle dans la restauration, ils tournent hyper vite, les gens en ont marre, les gens se barrent, les horaires sont chiantes, les gens partent. Donc vraiment, on commence la rentrée, putain je sais même plus qui y avait comme employé, mais clairement il y avait plus personne de la saison quoi, donc on recommence avec une nouvelle équipe, et donc moi j'étais la plus ancienne, j'étais la chouchoute parce que voilà, on s'entendait bien, et j'étais déjà promise à une évolution. Tu vois, j'allais évoluer, j'allais passer chef de rang, après j'allais passer maître d'hôtel, et puis tu verras, Gabi, je vais faire de toi un champion, toi tu vas être une bête, tu vas devenir ma directrice adjointe et tout, plus tard tu seras directrice de ton propre restaurant, nanani, nanana, sur ton CV, quand tu noteras que tu as travaillé avec moi, tu seras embauché partout. Déjà le gars, un melon quoi, un melon mon pote, gros comme as. Mais moi à l'époque je suis trop contente, j'ai 19 piges tu vois. Waouh, trop bien, mon patron il est content de moi, je travaille bien, je kiffe mon taf, j'adore bosser dans la restauration, tu vois, j'aime ça. Donc trop cool, je bosse beaucoup. Et petit à petit, je sais pas comment vous dire comment, mais déjà, il faut savoir que dans la relation avec une personne toxique ou pervers narcissique, il y a ce côté un peu de nécessité. C'est-à-dire qu'il m'en foutait tellement plein la gueule, mais à côté, c'était tellement le seul qui pouvait relever le niveau. C'est souvent quelque chose qui se produit, c'est-à-dire que le mec t'en fout plein la tronche, t'es horrible, tu bosses mal, tu pourras jamais évoluer, t'es moche. Je prenais pour mon grade sur mon physique, vraiment mon physique sévère quoi. À chaque briefing, donc avant les services, on fait un briefing avec la cuisine, tous les employés et tout machin. Il y a tant de couverts de réservés, il y a ceci à mettre en avant, faut insister là-dessus, patati patata. À chaque briefing, Gabi la grosse, Gabi, de toute façon, ses mamelles, elles touchent le sol, nanani, nanana. À chaque briefing, je prenais sévère, je prenais tarif sur mon physique. Bref. Et donc, en fait, il y a cette relation où le gars t'en fout plein la gueule, mais en même temps, c'est le seul qui te valorise. Parce qu'il faut savoir aussi, quand tu bosses dans la restauration et que tu veux évoluer un minimum, ça, j'y reviendrai après, mais tu te donnes à corps perdu dans ton taf. C'est-à-dire que tu n'as que ça. Tu n'as que ça et tes collègues, ce sont vraiment une famille parce que tu n'as que. Tu passes tellement de temps au boulot, tu penses tellement au boulot, tu passes tellement de temps avec ces gens-là que tu es obligé de les apprécier, tu es obligé de te donner à fond. C'est vraiment pas un job avec lequel tu peux décrocher. T'as fini le taf, tu décroches, c'est fini. C'est pas comme ça. Surtout quand tu as des velléités d'augmentation, etc. Donc voilà, donc moi je passe énormément de temps au travail, je me démène au travail parce que j'ai toujours eu une conscience professionnelle, je sais qu'on me fait confiance, je sais qu'on me promet un avenir glorieux, tu vas évoluer, patati patata. Donc moi je suis à fond, je fais. Et parce que moi on me dit, tu évolueras, alors, truc complètement débile, on me dit, quand tu seras capable de faire le travail d'un chef de rang, tu deviendras chef de rang. Ce qui est complètement con, on est bien d'accord, tu deviens chef de rang, t'apprends à faire le job de chef de rang, quand tu sais faire, tu passes au-dessus, là c'était l'inverse. Quand tu feras le travail du grade supérieur au tien, tu obtiendras le grade supérieur au tien, et quand tu auras le grade supérieur au tien, tu feras le travail du grade encore supérieur au tien, tu vois. Complètement con. Donc je bossais d'arrache-pied comme si... Il y avait personne entre mon directeur et moi à cette époque-là. Il y avait mon directeur, donc qui était directeur. Il y avait 15 000 échelons entre lui et moi. Il y aurait normalement un directeur adjoint, un assistant de direction, un maître d'hôtel, patati, patata. Il n'y a personne. Il y a le directeur et la demi-chef de rang. Sauf que je fais le job de la directrice adjointe. Je fais la caisse, je fais les commandes, je gère le perso, voilà. Je gère la salle quand il est pas là, clairement, c'est ton bébé, c'est ton resto, nanani, nanana, tu gères comme moi, blablabla. Je fais le job d'une directrice adjointe, je suis payée 1400 net, tu vois. Et après, au bout d'un moment, je vais évoluer, je vais passer chef de rang, attention, je vais passer à 1500 € net, wouh. C'est tout. Vraiment, c'est tout, il se passe rien d'autre. Si je vais apprendre à tamponner les tickets resto. Bref, donc je me donne corps et âme dans ce job, et forcément, plus je prends cher, plus j'ai besoin de lui parce qu'il est la seule personne qui me fait prendre cher, mais il est aussi la seule personne qui me complimente. Il m'en fout plein la gueule, c'est le seul qui m'en fout plein la gueule, mais c'est aussi le seul qui me complimente, qui m'encourage et qui me promet monts et merveilles quand j'aurai fait le taf que j'ai à faire. Donc tu rentres dans une relation de nécessité, tu as besoin de ça. C'est très con, en plus j'étais une gamine, j'avais 19 piges, tu as besoin de ça, tu as besoin de cette reconnaissance. Le peu de reconnaissance qu'on te donne, en fait on t'accorde des miettes. Et c'est tellement peu de miettes que tu cours après en fait. T'es tellement affamé de ces miettes-là que tu cours après. C'est ridicule, vraiment après coup c'est ridicule. Et donc voilà, donc je passe chef de rang, ça se passe bien.
Et au bout d'un certain temps, bah voilà, c'est bon, genre, maintenant, faut que j'évolue, tu vois. Ouais, faut que j'embauche un maître d'hôtel, faut que j'embauche un assistant de direction, ça va pas, il manque du personnel, nanani, nanana. Et moi, je suis là en mode, coucou, I'm here, vraiment, tu peux quoi, hein, je suis là. Et un jour, il va me dire, je me souviens, mais vraiment coup de grâce, quoi, euh, en plein service, je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Moi, j'attendais, je bossais, mais comme une dingue. Parce que du moment où il m'avait dit, il faut que j'embauche un maître d'hôtel, pour moi, ça voulait dire, montre-moi que tu peux être maître d'hôtel et tu passeras. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je me donnais à fond comme je m'étais jamais donné en mode, ok, c'est le moment, il faut que je donne tout ce que j'ai pour qu'il voit que je peux passer maître d'hôtel. Et là, il vient, tout content, en plein milieu d'un service, un samedi soir. Oh, je fais passer un entretien pour un maître d'hôtel. Non, j'ai fait passer un entretien pour un maître d'hôtel. Il commence la semaine prochaine. Et la coup de grâce, tu sais, je suis là en mode, bah, tu te fous de ma gueule. J'ai pleuré, vraiment premier degré. La meuf a pleuré parce qu'elle allait pas avoir une augmentation. On en est là. Autant vous dire qu'on est très très loin de cet état d'esprit aujourd'hui en 2024. Fin 2024 d'ailleurs. Et il y avait d'ailleurs, donc il y a ce côté-là, ce côté manipulation, etc. Et en fait, il y a eu plein de petits trucs. Il y avait aussi le fait qu'ils savaient que je me donnais corps et âme dans le taf pour justement obtenir cette reconnaissance-là, donc ils se servaient complètement de moi. Je me souviens d'un jour où mon conjoint s'est fait opérer et je lui envoie un message le mardi soir à 2 ou 3 heures du matin quand je sors des urgences. Salut, nanana, Julien il vient de se faire opérer, il va se faire opérer demain matin, anesthésie générale, il faut que quelqu'un reste avec lui le soir. Est-ce que je peux ne pas travailler demain soir exceptionnellement? C'était un mercredi soir et lui il était en repos le mercredi. Est-ce que exceptionnellement je peux ne pas travailler demain soir pour rester avec lui parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un avec lui après l'anesthésie générale? Il ne me répond pas. J'arrive le lendemain midi, toujours pas de réponse, hein. Et il me dit ah, je suis désolée pour ton mec, ouais, j'aurais bien aimé, mais en fait, ma femme elle est à l'hôpital aussi. Du coup, bah. Voilà. Du coup, bah, lui, il est prioritaire, tu vois. Mais vraiment, il y a eu plein de trucs comme ça. Je saurais même pas tout vous refaire dans l'ordre. Mais ça, je me souviens que c'était un mardi soir parce que c'était le mercredi qui bossait pas. Et il y avait plein de trucs comme ça. Mais le pire, ça a été à la fin de mon contrat. Parce que voilà, pendant que je bossais beaucoup, j'avais pas de reconnaissance, je me faisais dénigrer sur mon physique, etc. Il n'y avait pas de valorisation, il y avait de la manipulation émotionnelle, des mensonges, etc. Une espèce de dépendance. Dans la liste, il y a aussi le changement constant des règles. Les attentes ou les consignes changent sans cesse, rendant impossible toute satisfaction des exigences. Et ça, c'était complètement ça. C'est-à-dire que en semaine A, fallait faire comme ça, puis en semaine B, fallait faire un tel, et puis le mercredi, fallait pas faire ci, mais le jeudi, fallait faire comme ça. Donc tu ne pouvais jamais pleinement le satisfaire parce que de toute façon, les règles changeaient tout le temps. Après, comme je disais au début, ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y a eu le confinement, il y a eu les fermetures du resto, etc. Et il y a eu plein de trucs aussi, genre, vraiment dans le style manipulation, dépendance, etc. Quand je demandais des vacances ou un week-end, ils ne me les donnaient qu'à la dernière minute. C'est-à-dire que, frérot, t'as fait ton planning à l'avance. T'as fait ton planning, ne serait-ce que 3 jours à l'avance. Ton planning, dimanche soir, normalement, ton planning pour lundi, il est fait, tu vois. Pour nos 6 ans avec mon conjoint, on partait en week-end, il avait réservé. J'avais posé des congés, donc j'avais posé 2 jours de congés. Tu sais, j'avais demandé un week-end, hein, vraiment rien de ouf. Le gars m'a dit ouais je sais pas, elle s'est fait mal, machin, c'est chaud, blablabla, je suis pas sûre. J'ai su le vendredi soir que je pouvais partir le vendredi soir, alors que Julien il avait déjà tout réservé et tout, donc Julien il était vénère de ouf. Mes vacances pareil, hein, septembre de la même année, je demande mes vacances, je les pose grave en avance, tu vois, les vacances je les pose genre en février. J'ai su que je pouvais partir en vacances le vendredi soir. Et j'ai eu le droit qu'à 1 semaine de vacances. Alors que vraiment, normalement, t'as le droit à plus, hein, concrètement. J'ai eu le droit qu'à 1 seule semaine de vacances. Parce que, oui, mais non, mais moi aussi, je voulais prendre des vacances à cette période-là, ça m'arrange pas. Frérot, je partais en septembre. Vraiment, je partais après la saison et tout. Et le gars, jusqu'à la dernière minute, m'a laissé... En fait, je dépendais de sa décision. C'est-à-dire que mes vacances dépendaient du contrôle de mon patron qui avait le contrôle total sur ma vie, sur ce que j'allais faire, etc. Et moi, j'avais pas du tout de détachement vis-à-vis du taf. Comme je disais, je me donnais à vraiment corps et âme. Un soir, je me souviens, j'étais à la maison, Julien était pas là. J'étais en repos, je me commande des petits sushis, je m'installe devant la télé, petits films et tout. Et là, le gars m'appelle. Ouais, j'ai eu un problème, faut que tu viennes bosser. Mardi soir, pendant mon jour de repos. Pourquoi je réponds déjà? Pourquoi je réponds au téléphone? Parce qu'il fallait que tu répondes au téléphone. Il fallait que tu répondes à chaque fois qu'il t'envoyait un message, à chaque fois qu'il t'appelait, il fallait que tu sois disponible. Vraiment, j'avais l'impression d'être un PDG du CAC 40, quoi. Et donc voilà, ça a duré comme ça pendant un temps. Et
qu'est-ce qui s'est passé après? Le pire, ça a été vraiment après ces vacances, là justement en septembre 2020. euh, je me suis séparée de mon conjoint pendant quelques semaines et au moment où mon conjoint m'a quittée, j'ai clairement compris que le problème c'était le taf. J'ai compris que je passais trop de temps au travail, que je parlais trop du travail, que je me tuais à la tâche au travail. J'avais une pression et un stress énorme, ça n'allait pas du tout, vraiment, j'étais devenue un robot et je me souviens que Julien m'avait dit, mais là c'est plus possible en fait. Et parce que vraiment le taf ça n'allait pas. Et il faut savoir que je me suis fait tège, vraiment à l'époque, hein, j'avais 20 ans, je me suis fait tège. La première personne que j'ai prévenue, genre à 3 heures du matin, c'était mon patron. Genre vraiment, j'aurais pu faire n'importe quoi, mais non, la première personne à qui j'ai envoyé un message, c'est à mon patron, pour lui dire, Julien vient de me quitter, je sais pas si je pourrais travailler cette semaine. À 3 heures du mat, le premier truc que tu fais, c'est d'envoyer un message à ton patron. Illogique. Le gars, le lendemain matin, pareil, encore hyper manipulateur et tout. Ouais, viens au resto, on discute, machin, t'inquiète, ça va le faire, blablabla. Hyper gentil, j'arrive, j'avais un collègue qui avait ramené des croissants et tout, tous trop gentils, trop mignons. Mon patron qui vient dans le bureau, qui me dit viens, on fait un tableau Excel pour voir tes dépenses, machin. On fait ton budget pour voir si tu peux t'en sortir avec juste ton salaire et tout. Vraiment trop mignon, tu vois. Ça n'a pas duré longtemps. Et ensuite, je me suis remise avec mon conjoint, genre 2-3 jours après, tu vois. Et j'ai compris que c'était le taf le problème. Et j'ai envoyé un message à mon patron, vraiment gros slash. J'ai envoyé un message en mode bon bah écoute, voilà, on a discuté avec Julien et je pense qu'effectivement le travail prend trop de place, que je gère mal le travail, que je gère mal la pression, que je m'en sors pas. Et je vais demander la rupture conventionnelle. Le gars ne m'a jamais répondu. Il faut savoir que juste après ça, il a eu un problème dans sa famille, je sais plus si c'est sa fille qui est née ou un truc comme ça, ou un décès dans sa famille, enfin bref, il est pas venu bosser pendant genre 2 semaines, tu vois. Je n'ai eu aucune nouvelle pendant 2 semaines. Pas une seule réponse à mes messages, à part juste, je crois qu'il m'a juste dit on en discutera quand je reviens ou un truc comme ça. Rien du tout. Donc moi pendant 2 semaines j'ai bossé comme je pouvais, tu vois. Je savais pas trop, j'en avais parlé avec mes collègues, machin, nanana. Et, euh, et le jour où il est rentré, je me suis dit ok, bon, ça va bien se passer, tu vas en discuter avec lui, tu vas lui expliquer le problème, il va te comprendre, vous êtes amis. Pour moi on était amis de ouf, tu vois. Vous êtes amis, il va comprendre. Donc je lui dis bah voilà, il y a ça, 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 ça va pas, ça va pas, ça va pas, je pense qu'il faut que je change de travail. Donc je te demande la rupture conventionnelle, je sais que vous la faites parce que vous l'avez faite à mon ancien patron. Non, je te ferai pas la rupture conventionnelle. Moi je suis pas comme ça, moi je donne la rupture conventionnelle à personne. C'est soit tu démissionnes, soit tu restes. Ok, bah alors déjà t'es pas PDG de l'entreprise ma belle, c'est pas toi qui décide. Et je lui ai dit bah après je peux demander la rupture conventionnelle à la RH, genre je peux envoyer un mail à la RH ou demander au PDG, tu vois. Non, si tu veux quelque chose, tu passes par moi, c'est moi ton directeur, tu passes pas au-dessus, machin, tu veux me planter un couteau dans le dos, moi je te faisais confiance, nanani, nanana, bref, ok ma belle. Et juste avant ça, euh, quand je me suis fait têche, du coup, parce qu'il n'est pas parti tout de suite en vacances, je lui avais dit que le mercredi soir, j'avais peur de pas être capable de bosser parce que j'étais juste avec 2 extras que je connaissais pas. Et je lui ai dit, mais clairement, genre, si ça va pas, genre, c'était 2 jours après, tu vois, je vais pas aller bien. Je vais pas réussir à gérer les 2 extras plus la salle, ça va pas aller, tu vois. Tous mes collègues et mon patron, ouais, t'inquiète, Gabi, si ça va pas, on te remplace et tout, vraiment. Si vraiment ça va pas, tu nous le dis, nous on est là, machin, t'inquiète, blablabla, blablabla, blablabla. Je fais mon service le mercredi midi, je pleure en déposant des bouteilles de vin à des clients habitués. Le client me regarde, me dit oula, ça va pas, je m'effondre, pas capable de tirer une bière, je fais tomber des assiettes, enfin vraiment une loque. Et je dis à mon patron, je lui envoie un message, genre à 13h, tu vois. Je lui dis, ah frérot, ce soir ça va pas être possible. Je lui dis, est-ce que tu peux me remplacer, s'il te plaît? Ouais, t'es comme ça, tu me plantes un couteau dans le dos et tout, tu me l'as fait à l'envers, même pas capable de. T'as aucune conscience professionnelle, ah ouais, tu te mets en arrêt maladie, nanani nanana. Parce que je lui dis là, c'est soit tu me remplaces et on est ok, soit je vais chez le médecin en fait. Ouais, t'es comme ça, nanana, tu me la mets à l'envers, vraiment j'en prends plein la gueule et c'est là du coup que je lui dis bah écoute, ciao, genre vraiment je vais arrêter. Et il me dit bah c'est soit tu restes, soit tu démissionnes. Sauf que bon, j'avais beau être gamine, j'étais pas assez conne pour démissionner et me retrouver à la rue avec 0 revenu, tu vois, je suis pas assez débile. Donc là, on est en septembre 2020, je me dis, bon bah ok, bah vas-y, c'était une erreur, maintenant ça va, tu t'es remise sur pied et tout, tranquille. Je m'étais un peu remise en question en mode, ok,
remise en question, en mode ok, le taf c'est bien, tu bosses bien, mais faut pas trop attendre du travail, faut pas trop attendre de ton patron, c'est pas lui qui va te sortir la tête de l'eau, tranquille, tu fais ton taf, tu fais tes heures, tu fais ce que t'as à faire et ça s'arrête là, tu vois. Et donc je suis comme ça pendant quelques jours, hein, quelques semaines, et puis il me fait bien comprendre que ça suffit pas, que c'est pas assez, et il me dit quoi? Il me dit ouais, il me dit tu sais, maintenant moi j'ai plus confiance en toi, pour récupérer ma confiance, va falloir que tu donnes beaucoup, hein. Donc moi à l'époque je me dis ok mais j'ai plus que ça en fait parce que du coup bah, on était séparés avec Julien, je me dis ok bah j'ai plus que ça, genre vraiment il faut que... Enfin j'ai que ça, je peux ne me raccrocher qu'au travail quoi. Il a raison, c'est vrai, il a toujours été là pour moi, j'abuse de me mettre en arrêt quand même, il m'a toujours aidé, il m'a toujours épaulé, il m'a soutenu, c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui, tu culpabilises de ouf tu vois. Et donc je me remets à travailler à fond. Mais vraiment à fond de chez à fond, parce qu'en plus j'avais plus que ça à l'époque. Je travaille comme une dingue, vraiment, genre je me nourris plus et tout. Genre je suis une bête de taf, je fais 7 jours sur 7, enfin vraiment une horreur. Et d'ailleurs je me souviens, désolé c'est un peu flou en termes de timing, je me souviens qu'à l'époque, où il a pris justement ces 2 semaines d'arrêt là, ou de vacances ou de je sais pas quoi, j'ai fait pendant 8 jours, 8 heures, minuit, tous les jours, parce que j'étais la seule figure d'autorité en salle, entre guillemets. Il fallait que je gère tout de A à Z, ça m'était jamais arrivé d'être toute seule aussi longtemps dans le resto, pas de directeur, rien du tout, moi toute seule qui gère tout, les menus, les commandes, le staff, tout, je faisais les ouvertures, les fermetures, le ménage, tout, pendant 8 jours, non-stop, 8 heures, minuit. Le gars rentre, il me dit quoi? Il me dit j'ai vu sur les caméras que ton polo il était pas propre. Ma belle, j'ai fait 8 heures minuit pendant une semaine, tu crois que j'avais que ça à foutre que de laver mes polos? Tu crois que j'avais le temps de laver mes polos? Donc effectivement mon polo il avait une tache, bah déjà on en avait que 2 des polos, donc ma belle, voilà quoi. Donc oui mon polo il avait une tache, bah c'était ça où je venais pas bosser en fait. Et vraiment ça m'a tellement choquée, je pense que ça a été un peu genre le déclic. Genre le jour où il m'a dit ton polo il a une tache, j'étais en mode mais attendez on en est là, genre vraiment. Je viens de me tuer à la tâche, je lui avais envoyé aucun message, je l'avais pas appelé de la semaine pour pas le déranger pendant ses vacances, parce que voilà, vraiment, je m'étais donné à fond, je l'avais tout fait pour pas le faire chier. Dès que j'avais un problème, je préférais voir avec le chef de cuisine et tout. J'étais en mode non, vas-y, tranquille. Je vais gérer toute seule comme une grande. Je vais lui montrer qu'il peut me faire confiance, tu vois. Ton polo, il avait une tache, j'ai vu sur les caméras. Déjà, ma belle, tu m'épies. Genre, c'est quoi ça, tu me surveilles aux caméras? Mais souvent, je recevais des messages quand il était pas là en mode t'es où, je te vois pas sur les caméras? Bah, je suis en train de fumer, ou je suis dans la cave, ou je suis avec un client. T'es où, je te vois pas sur les caméras? Eh, calme-toi, ma belle, si tu veux me surveiller, viens au travail en fait. Et peu de temps après, on a été confinés. Il y a eu le deuxième couvre-feu, là je sais plus quand c'était. Voilà, donc 30 octobre 2020, les restaurants ont de nouveau fermé. Et j'ai fait mon dernier service sans le savoir. Je fais mon dernier service et il faut savoir que pendant les confinements, les couvre-feux, machin, patati patata, je pleurais. Le jour où ils ont annoncé que le confinement durerait plus que 2 semaines, j'ai pleuré au téléphone avec mon patron parce que j'avais tellement rien dans ma... Enfin, c'est terrible, mais j'avais tellement aucune autre aspiration, j'avais tellement rien d'autre qui m'animait que le travail, que j'ai cru que ma vie, elle s'arrêtait. J'ai pleuré parce que le confinement continuait et que le restaurant restait fermé plus longtemps. Est-ce qu'on en parle de la zizanerie? Genre vraiment, est-ce qu'on est matrixé à ce point par son taf, Gabriel? Honteux. Et donc le 30 octobre, je fais mon dernier service et on ferme. Je sais plus comment on a appris la fermeture du 30 octobre. Je me souviens de la fermeture la première fermeture, c'était terrible. Mais la fermeture du 30 octobre, je m'en souviens plus. Je me souviens juste que j'avais décoré pour Halloween, je crois. Et donc on ferme, donc je fais mon dernier service. Le lendemain, tu viens, tu nettoies tout le resto, patati patata, petite attestation faite par l'employeur pour venir nettoyer le resto et tout, un enfer. Et je vais pas avoir de nouvelles pendant tout le confinement. Moi, je vais profiter de mon confinement à fond, genre vraiment... En vrai de vrai, tous les gens qui ont bossé dans la restauration et qui étaient au chômage technique pendant le confinement, on a kiffé. Chômage partiel, bref, on a kiffé. Payer à fond pour pas bosser pendant 6 mois, je suis désolée, mais moi, j'ai kiffé. Plus que 6 mois, attends, 30 octobre, 19 mai. Ouais, si, c'est ça, 6 mois. 6 mois de fermeture. Le kiff. Et un jour, je reçois un message de la RH, en février, je crois. Fin janvier, début février, je sais plus. Je reçois un message de la DRH qui me dit « Bonjour Gabriel, est-ce que vous pouvez venir au restaurant ?» Voilà. Je me dis « Bon bah ok, je vais aller au resto » et je demande à mes collègues, je dis « Ah, vous aussi vous avez reçu un message de la DRH ?» Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Je me dis « Putain, con, pourquoi je reçois un message de la DRH, tu vois ?» Donc je commence à paniquer. J'arrive au resto, et là, je vais dans le bureau, et mon patron, assis sur sa chaise, d'un air nonchalant,
qui me regarde, qui me fait bah tu sais pourquoi on te fait venir? Je dis bah non. Il me dit bah ta rupture conventionnelle tu l'as voulu, bah voilà on te la donne. What the fuck? Sauf que moi à l'époque, vraiment encore une fois, matrixée de zinzin, je m'étais donné à fond, j'étais en mode ouais c'est bon, dès que le resto il rouvre, on va repartir, nanana. J'étais à fond de balle, tu vois. Et, euh, et vraiment, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand j'ai su que je me faisais licencier, entre guillemets, parce que c'était pas un licenciement, c'était une rupture conventionnelle. Mais en fait, le fait que ce soit eux qui décident que je parte quand eux en avaient besoin, alors que moi j'étais prête à repartir genre sur le bon pied et tout, ça m'avait trop perturbée. Et pire phrase du monde. Et on m'a demandé tout à l'heure, j'étais en live et j'ai posé justement, j'ai demandé aux gens de me poser des questions. Euh, quel a été le déclic? Comment j'ai réalisé que le comportement était toxique? Qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui m'a fait comprendre que ça allait pas? Le gars me regarde, il me dit, le PDG te remercie pour ton travail, mais pas moi, tu sais ce que j'en pense. Mais comment ça, pas toi, ma belle? Comment ça, pas toi? Quand t'as eu un décès dans ta famille, c'est qui a fait 8h minuit pendant 8 jours? Quand t'avais un problème avec ta voiture, c'est qui venait bosser alors qu'elle était censée être en repos? C'est qui disait rien alors qu'elle avait ses vacances le soir même pour les vacances? C'est qui a... Enfin vraiment, le gars m'a dit, mais ça m'a choqué, mais vraiment c'est resté ancré. Il était là sur sa chaise, là, assis nonchalamment avec sa tête de fils de pute là. Ouais, le PDG te remercie pour ton travail, mais pas moi, tu sais ce que j'en pense. J'ai sa tête de gland dans la tête, là, je l'aurais giflé, cet enculé. Excusez-moi, un peu de violence. Mais vraiment, ça m'a tellement choquée. Et du coup, je suis sortie de là avec mon papier de rupture conventionnelle. Fallait qu'on se revoie 2 semaines après, parce que c'est hyper chiant à faire la rupture conv. Et je comprends pas. Et là, je fais quoi? J'envoie un message à mon ancien patron. Et je lui dis, ouais, écoute, le resto... Putain, Roscoe! Interlude musical de Roscoe qui aboie. Putain, j'ai un doute, j'ai l'impression que ça s'entend même pas dans le podcast quand Roscoe il aboie. Et donc j'envoie un message à mon ancien patron avec qui je m'entendais super bien, celui qui m'a fait rentrer dans l'entreprise et tout, patati patata. Et je lui dis, bah écoute, ils me proposent la rupture conv, enfin ils veulent me faire une rupture conventionnelle, qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdue, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas quelles sont les démarches, je ne sais pas comment ça se passe. Et là, mon ancien patron qui me dit, ok, j'arrive. Il me dit, dis-moi quand est-ce que je peux venir, je viens chez toi, on en discute. Et donc il est venu chez moi, mais à savoir qu'on était restés potes, tu vois, on faisait de la moto ensemble et tout. Moi, je me souviens, je lui avais acheté sa moto à mon ancien patron pour l'offrir à mon mec pour son anniversaire. Enfin bref, on est restés copains, tu vois. Et il vient à la maison, il regarde le truc de la rupture conv. Et ça aussi, ça a fait partie vraiment. On m'a demandé est-ce que, est-ce que j'ai compris? Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont compris? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu un regard extérieur et qui m'ont dit putain, mais merde quoi. Et j'ai mon patron qui est assis sur mon canapé avec les feuilles de la rupture conv devant lui et qui me dit putain Gabi, j'aurais jamais dû te faire rentrer dans cette entreprise de con, je regrette, tout ça c'est de ma faute. Et là j'étais en mode waouh, mais comment ça tout ça c'est de ta faute? Genre y a rien, tu vois, genre pour moi y avait rien à l'époque. Et effectivement y a rien, genre c'est pas grave, tu vois, je suis pas traumatisée, je suis pas... voilà, ça m'a pas... À l'époque, pour la gamine que j'étais, c'était compliqué. On va dire que c'est pas une première expérience en CDI des plus plaisantes. Mais ça m'a permis de revoir mes critères, tu vois, aussi. Et du coup, donc, il y a mon ancien patron qui est venu, qui m'a aidé, qui m'a expliqué comment ça allait se passer, les démarches, patati patata. Et qui m'a rassuré, qui m'a dit ouais bah voilà c'est des cons, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est très bien que t'aies la rupture conventionnelle, tu l'avais demandé, et effectivement je l'avais demandé la rupture conventionnelle et il m'avait dit non moi je donne jamais de rupture conventionnelle, nanani nanana, c'est soit tu démissionnes, et en fait j'ai eu la chance que le Covid arrive et qu'ils se retrouvent dans la merde financièrement, parce il a fallu qu'ils dégagent des gens, et ils se sont dit bah on va la dégager elle, parce qu'elle voulait partir, mais le pire c'est que moi à l'époque là je voulais plus partir, tu vois, moi je voulais rester. Et j'ai une collègue qui voulait pas, ça m'avait saoulée parce que j'avais une collègue, cette grosse pute là, pardon, qui pareil m'en avait foutu plein la gueule en mode ouais, t'as aucune conscience professionnelle parce que j'avais pris 2 jours et demi d'arrêt maladie, hein, je rappelle. Non, même pas 3 demi-journées d'arrêt maladie, un jour et demi d'arrêt maladie. Qui m'avait dit ouais, t'as aucune conscience professionnelle, je suis obligée de te remplacer, nanani, nanana, bref, elle m'en avait foutu plein la gueule. Et donc ils me font la rupture conv à moi, alors que je savais que elle voulait partir. Et au final, le jour où ils ont réouvert le resto, elle a fait un abandon de poste. Il y a un cuisinier qui a fait un abandon de poste. Enfin, vraiment, ils ont perdu la moitié du staff à la réouverture des restos. Mais en même temps, c'est pas compliqué. On avait le temps pour aller trouver du resto ailleurs. On avait le temps pour aller trouver du taf ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? On avait le temps de passer des entretiens d'embauche, machin, patati patata pour d'autres entreprises. Donc en fait, ils ont perdu la moitié de leur staff, dont une à qui ils ont fait la rupture conventionnelle, alors que les autres ont fait un abandon de poste. Mais moi, ça m'arrange. Parce que du coup, j'ai bien eu le chômage pendant 2 ans et demi. J'ai tartiné mon chômage. 1 400 € de chômage, j'avais, je crois. J'ai tartiné mon chômage. Mais vraiment...
On m'a demandé si jamais ça influençait sur mes autres boulots, si ça me mettait un barème. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que ça te ça te bloque avec tes autres patrons hommes? Est-ce que ça te fait avoir un recul différent par rapport aux autres employeurs hommes? Je n'ai plus jamais eu d'employeur homme depuis celui-là, vraiment. Et je pense qu'effectivement, c'est un critère inconscient pour moi, je m'étais jamais posé la question. Je pense qu'effectivement, je ne veux plus travailler sous la coupe d'un homme. Plus jamais. Bon, bien sûr, un jour, peut-être que j'aurai pas le choix. Mais si j'ai le choix, j'espère ne plus jamais avoir besoin de travailler sous la coupe d'un homme, quoi. Et du coup, on m'a posé plusieurs questions, donc on m'a demandé comment je m'en étais sortie. Alors, très honnêtement, moi, je m'en suis sortie parce que j'étais pas empêtrée dedans, tu vois. J'avais une relation de travail toxique, voilà, mon patron c'était un connard, probablement pervers narcissique, parce qu'il y avait plein d'autres trucs qui clochaient avec lui, dont le fait que c'était un violeur, hein, mais ça c'est un autre débat. Pas avec moi, hein, bien sûr, mais le mec disait très ouvertement, moi de toute façon, tous les soirs, ma femme, je couche avec elle, et puis si elle veut pas, elle sait que je la trompe. Elle m'a dit, ouais, je sais, hein, je sais très bien que c'est du viol conjugal, mais je m'en fous, c'est comme ça, si elle couche pas avec moi tous les soirs, bah je la trompe, elle le sait. Ok ma berle, bref, donc c'était un gros connard. Et du coup, moi, j'étais pas empêtrée dedans à fond, tu vois. Mais effectivement, peut-être que si j'avais passé plus de temps, peut-être que s'il y avait pas eu les confinements, peut-être que s'il y avait pas eu ma rupture avec Julien, peut-être que ça aurait pu me faire beaucoup plus de mal et qu'au final, j'ai eu de la chance que ça se passe comme ça et que du coup, je m'en sorte bien. Mais peut-être que j'aurais pu me tuer beaucoup plus à la tâche et me faire beaucoup plus de mal. Et je pense que c'est comme ça que tu tombes sur des burn-out, des dépressions, etc. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis remise avec Julien même pas 2 mois après. Tout va très bien, c'était vraiment voilà, un gros nœud de problèmes. J'en ai déjà parlé dans un autre podcast. Mais voilà, on s'est remis ensemble avec Julien, tout va bien. Et pour Julien, ça a été une très bonne nouvelle quand j'ai eu la rupture conventionnelle. Il m'a dit, bah, c'est super. Et moi, voilà, j'avais le chômage, j'étais contente. Ça m'a permis de reprendre mes études, de faire des études qui me plaisaient. Ça m'a permis d'ouvrir mon entreprise. Enfin, franchement, ça a été très très bien. On m'a demandé comment du coup j'avais réalisé le comportement toxique, bah voilà, ça s'est fait vraiment petit à petit, à la fin en fait. C'est vraiment à la fin, après coup, quand tu sors de la relation, que tu te dis mais putain, mais what the fuck. Quand tu racontes aux gens, mais c'est toujours un peu comme ça, quand tu racontes aux gens parce que quand tu es dans une relation toxique, quand tu es dans une relation qui marche mal, tu vois pas tout ce qui va pas et surtout t'en parles pas parce que bah ça se fait pas de cracher sur les gens que t'aimes, tu vois ce que je veux dire. Ça se fait pas de cracher sur ta meilleure amie même si elle te vole des trucs, même si elle te ramène des puces à la maison, tu vois. Ça se fait pas de cracher sur les gens, donc tu en parles pas. Tu parles que du positif. Le nombre de personnes où t'apprends après leur rupture que leur copain c'était un sacré connard. Là par contre je crois qu'on entend Roscoe dans le podcast. Et en gros, c'est à la fin, c'est quand la relation est terminée et que tu commences à parler des points négatifs que tu te rends compte que c'était sacrément dégueulasse en fait. Et voilà, il n'y avait pas de violence physique, mais il y avait beaucoup de violence verbale, beaucoup de dépréciation, de dévalorisation, d'insultes. Moi, je me souviens d'insultes qui étaient hyper violentes, enfin, qui étaient puis devant tout le monde, beaucoup d'humiliation. Mais c'est ce côté je t'humilie, mais en même temps, il n'y a que moi qui peux te remonter, etc. Et voilà, on m'a demandé bah, du coup comment ça a commencé, combien de temps ça a duré. Bah, je pense que ça a été. Je pense que les hommes comme ça ont un profil de pervers narcissiques, ont un profil d'hommes, typiquement, qui ont besoin d'assouvir leur pouvoir. Je pense qu'ils s'en rendent pas compte, mais que c'est juste ils ont grandi dans une société qui les force, qui leur demande d'être puissants, qui leur dit qu'il faut qu'ils soient. Qui gère, et puis voilà, après, tu donnes un petit peu de pouvoir aux mauvaises personnes, et ça dégénère toujours, hein, l'histoire nous en parle à chaque fois. Mais c'était un mec qui aurait jamais dû avoir de pouvoir, tout simplement. Il était imbu de sa personne, il était insultant, il était persuadé d'être un Apollon, enfin... Je me souviens que le mec me disait, tu sais, on sortait en boîte des fois, et puis il disait, non, moi je sors pas en boîte avec vous, parce que sinon, toutes les femmes, elles vont vouloir de moi, je vais être obligée de tromper ma femme encore. Mais what the fuck, en fait. Genre, what the fuck. Et bon, je crois pas qu'il ait déjà trompé sa femme, hein. Je crois qu'il disait ça juste pour faire le beau, tu vois. Mais c'était hyper violent. Et je me suis souvenu d'un truc que j'ai oublié. Ah oui, j'avais vu un autre truc dans les relations toxiques. Il y a le critère d'éloignement, où la personne veut t'éloigner et t'extraire. Et donc ça répond un peu à la question, on m'a demandé est-ce que c'était que moi ou est-ce que mes autres collègues aussi, et très honnêtement je pense que c'était que moi, parce que j'étais vraiment sa subalterne, parce que j'étais une femme, parce que j'étais jeune et parce que j'étais malléable, tu vois. J'étais vraiment... tu pouvais me manipuler alors que les autres collègues en cuisine c'était des hommes qui étaient quand même plus âgés que moi, beaucoup plus âgés que moi, tu vois, je crois que y en a un qui avait genre, le plus jeune avait genre 10 ans de plus que moi, tu vois. Moi j'étais vraiment sa subalterne, j'étais vraiment juste en dessous de lui, tu vois, sur l'échelle alimentaire, j'étais vraiment sa merde, quoi. Et du coup je me souviens
il m'interdisait, alors j'en avais rien à foutre quand même, faut pas déconner, il m'interdisait de sortir avec mes collègues. Il me disait non, t'es leur directrice, t'es leur chef, t'es leur supérieur, tu peux pas sortir avec eux, faire des soirées avec eux, machin, ils vont pas te respecter, blablabla. En attendant, la seule personne qui me respectait pas, c'était lui, quoi. Alors bien sûr, j'avais des collègues qui me respectaient pas parce qu'on était trop copines, donc j'ai aussi appris à ne plus être copine avec les collègues, mais... Et en fait, il voulait totalement m'isoler, il voulait pas que j'ai de lien avec mes collaborateurs. Il voulait pas que j'ai de lien avec mes collègues, que je sois amie avec eux, que je sois pote avec eux, et que je puisse parler avec eux de tout ça, tu vois. Donc il y a eu cette notion d'éloignement, cette notion de contrôle, c'était clairement ça, c'était clairement du contrôle, et voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce que j'en ai parlé à mon entourage? Bah oui, après coup, bien sûr, hein, tu te dis, ouais, lui, un tel, c'était vraiment un connard, et tout. Après, voilà, comme dit, c'est rien de dramatique, tu vois, il n'y a pas eu de drame, ça m'a pas... ça m'a pas traumatisée, tu vois. Mais ça aurait pu, je pense, dégénérer complètement. Et heureusement que je m'en suis rendu compte assez tôt. Donc évidemment, il y a des signes. On m'a demandé quels sont les conseils que j'ai à donner. Alors déjà, saut 2024, mais arrêtez de donner votre vie pour un taf. Vraiment. Surtout quand t'es tout en bas de l'échelle. Je suis désolée, mais quand t'es caissière, commis de cuisine, femme de ménage ou je sais pas quoi, arrête de donner ta vie pour ton taf. Ils en ont rien à foutre de toi. Ils veulent juste des petites mains pour faire le taf qu'ils ont pas envie de faire. Ils vont pas te faire évoluer, ils vont pas te faire augmenter, ils vont pas te donner plus d'argent. Vraiment, arrête de te mettre la rate au courbouillon pour un taf qu'on n'a rien à foutre de toi. C'est un taf alimentaire, vraiment. À moins que tu sois vraiment dans une entreprise. Enfin, il y a des différences, évidemment. Il y a des jobs où tu as des augmentations, etc. T'as vraiment un choix de carrière, etc. Dans ce type de restaurant-là, t'as pas de choix de carrière, t'as pas de carrière à construire. Tu vois ce que je veux dire? Au mieux, tu vas devenir directeur d'une franchise. Waouh! Waouh, tu vois ce que je veux dire? Le mec a dû faire un crédit sur 15 ans pour s'acheter sa BM, tu vois. On n'est pas non plus... voilà. Du coup, vraiment... Mais je pense que ça, beaucoup de gens de ma génération l'ont compris, voire de la génération d'en dessous. Ma génération, limite, tu vois, on est encore entre les deux. Fais ce que t'as à faire. Tu commences à 8h, t'arrives à 8h, tu finis à 17h, tu pars à 17h. Tu fais pas d'heures sup si elles sont pas payées, tu fais que le job qui t'est demandé, t'as une fiche de poste, c'est écrit que tu dois faire ceci, cela, tu fais ceci, cela, tu fais pas nanani, nanana, un truc mais je bidule. Non, tu veux que je fasse plus de taf, mets-le dans ma fiche de poste, augmente-moi en conséquence. Tu veux que je fasse des heures sup, paye-moi en conséquence. N'ayez pas peur de poser des arrêts maladie, s'il y a besoin de poser des arrêts maladie, n'ayez pas peur de poser des vacances, n'ayez pas peur d'aller au prud'homme. Vraiment, s'il y a des trucs à faire, faites-le. Au bout d'un moment, arrêtez de vous faire marcher dessus par vos patrons. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que la nouvelle génération l'a très bien compris. On le voit beaucoup de... C'est très tendance, entre guillemets, mais on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Des jeunes, plus jeunes que moi, des gens de 22 ans, qui se font chier dessus par leur patron et qui disent « Ok, je démissionne. » Ciao, comme ça, bim, bam, boum, ça dégage. En mode, bah, en fait... Toi, tu es pas irremplaçable pour ton patron, mais ton patron il est pas irremplaçable pour toi. Oh, parce que ça, combien de fois on me l'a dit aussi. Mon patron, combien de fois il me le disait, ça. T'es pas irremplaçable. Personne n'est irremplaçable. Bah, ma belle, toi non plus, en fait. Toi non plus, t'es pas irremplaçable. Moi aussi, je peux trouver un taf ailleurs, tu vois. Surtout que tu l'as si bien dit, si jamais il y a ton nom sur mon CV, oh là là, mais comment je vais bien travailler, hein, comment je vais être prise partout. Je pense que ma seule crainte aujourd'hui, c'est qu'un jour, si je fais un entretien, j'aurais peur que l'employeur fasse une enquête pour confirmer mes références et qu'il appelle mon ancien patron et qu'il demande ouais, un tel, on peut l'embaucher et tout. Et vous savez que j'ai déjà eu l'idée, j'ai déjà eu l'envie de me faire passer pour un patron avec un pote ou quoi, et d'appeler mon ancien patron, l'ancien travail, pour demander, pour dire ouais, et du coup, un tel, on peut l'embaucher, elle est fiable ou pas, juste pour voir ce qu'il dit sur moi, tu vois. Mais en vrai, il va dire des trucs méchants, ça va me tendre et j'ai pas envie de le savoir. Mais... Mais voilà, si j'ai des conseils à donner dans les relations vraiment employeur-employé, le gars, c'est juste un mec qui signe ton chèque de paye, c'est tout. Alors oui, on a besoin d'argent pour vivre, on est bien d'accord, mais c'est pas une raison pour te tuer la santé mentale ou physique au travail, c'est pas l'entreprise à ton père, c'est pas parce que tu passes le balai plus vite que les autres que l'entreprise va gagner plus d'argent et que toi tu vas gagner plus d'argent. Il y a des métiers où on est que des pions, on est que des petites mains, donc fais ton taf de petites mains, c'est tout. Ne te laisse pas marcher sur les pieds, ne te laisse pas insulter, même pour rire. En fait, arrêtons, parce que j'en ai fait partie, arrêtons d'accepter de nous faire dérespecter par nos patrons. Ils ne sont supérieurs à nous que par leur travail. Ils ne sont supérieurs à nous que parce qu'ils sont plus hauts que nous dans l'échelle du travail, c'est tout. Sinon, ce sont des humains lambda et ils ne sont pas supérieurs à vous. Il n'y a pas de hiérarchie dans le monde, en fait. Il y a une hiérarchie au travail, oui, parce qu'il y a un directeur, il y a un machin, il y a une DRH, patati patata, ok, mais c'est tout.
En dehors du taf, le mec, il est à la même hauteur que toi. T'es pas plus une merde que lui, donc faut que les gars, ils arrêtent de se sentir pousser des ailes au cul, faut qu'ils arrêtent de se prendre pour Elon Musk ou je sais pas quoi, là, pour les présidents de la République. Ils sont pas meilleurs que vous. Oui, ils ont un taf peut-être avec plus de responsabilités que vous. Oui, ils sont votre directeur dans le taf, mais ça s'arrête là. Vraiment, en dehors de ça, vous êtes égaux. Et je pense que c'est super important. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. C'était un petit podcast basique, juste pour dire que j'avais eu une mauvaise expérience au travail. Parce qu'on me demande souvent de parler de relations toxiques, de relations de pervers narcissiques, etc. Mais la vérité, c'est que ma seule relation toxique que j'ai vécue, c'est celle-ci. J'ai jamais vécu d'autres relations toxiques. Du moins en étant la victime. Je pense que j'ai pu avoir des comportements toxiques avec des personnes par le passé, il y a bien longtemps, il y a 10 ans. Mais je sais pas encore si c'est quelque chose dont je peux parler. Mais en tout cas, j'ai été victime, voilà, qu'une seule fois, entre guillemets. Ça n'a pas été dramatique, ça n'a pas été trop loin. Ça s'est arrêté à temps. Voilà. Et je ne regrette pas du tout, parce que de toute façon, moi, j'ai aucun regret dans la vie, ça sert à rien. Ce que j'ai vécu à l'époque me permet d'être la femme que je suis aujourd'hui. Et voilà, ça m'a appris à pas me laisser marcher dessus. Et effectivement, on me demande si ça influence mes choix pour le futur. Oui, bien sûr. Bien sûr que ça m'influence sur mes autres boulots. Moi, j'ai eu un entretien il y a quelques temps, l'année dernière, quand je cherchais un taf en plus des réseaux sociaux, avant de trouver un taf avec les enfants. J'avais eu des entretiens dans des restos. Le gars, il m'a dit oui, alors c'est ça, mais en fait, sur l'annonce, j'avais dit que machin, mais du coup, ce serait plutôt ça. J'ai dit ok, ça m'intéresse pas, au revoir. Le gars était choqué. Le gars était choc-barre. Je me dis non, mais ma belle, en fait, tu cherches une serveuse, t'en trouveras une, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je venais pour ce que tu avais écrit sur le site. Tu veux me parler d'autre chose que ce que tu as écrit sur le site? Ça m'intéresse pas. Bonne journée, au revoir. Si jamais vous changez d'avis, vous avez mon numéro, vous me rappelez. Pas de souci. Moi, j'ai un bon CV, j'ai un bon taf, je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux. Je vais pas me rabaisser à prendre le premier taf qui vient, juste pour vous faire plaisir à un énième patron homme qui se fout de ta gueule. Les éternels, on est comme une grande famille. Ici, on est hyper corporate, on s'entend tous très bien. Si t'as un problème, tu nous en parles. Vraiment, tu vois, nous c'est. Ouais, voilà, c'est la famille, c'est le travail, c'est la famille. Non, ma belle, vraiment pas. Moi, je veux pas une deuxième famille, j'en ai déjà une. En fait, je veux juste un salaire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Désolée encore pour ce podcast qui est sorti plus tard que prévu. J'essaye de reprendre le rythme comme il faut, promis. Si t'as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message, comme d'habitude sur Instagram ou par mail, t'as toutes les infos. Si jamais tu veux me parler de ton expérience, n'hésite pas non plus. Je pense que le prochain podcast sera un sujet bien moins facile, dont je vous ai déjà parlé il y a un moment, sur lequel j'avais fait beaucoup de recherches, mais sur lequel j'ai besoin de faire encore pas mal de recherches. J'aimerais parler du fait d'être de l'obésité dans le décès et dans le deuil. J'avais déjà eu plusieurs témoignages, mais du coup, si jamais tu as un témoignage à me rapporter pour une personne grosse que tu as connue qui est décédée et qui n'a pas été respectée dans son décès et dans son départ à cause de son obésité, n'hésite pas à m'envoyer ton témoignage si tu es ok pour que je le lise pendant le podcast. J'en ai noté déjà plusieurs, ce sera un podcast très lourd, donc je vais essayer de faire ça cette semaine. Voilà, je crois que c'est tout. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à le liker, à t'abonner à la chaîne évidemment, et je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. Bisous!